Calomniée par ses adversaires anglais comme une femme qui a imprudemment dépassé le rôle de la femme, Grace O'Malley a été ignorée par les chroniqueurs contemporains en Irlande, mais sa mémoire a perduré dans le folklore irlandais. Les nationalistes l'ont plus tard glorifiée en tant que Gráinne Mhail, une guerrière qui traversait la mer avec des soldats irlandais pour chasser les Anglais. Elle est finalement devenue une icône du féminisme international, à la fois comme exemple de femme forte et indépendante, et comme victime de lois misogynes. Néanmoins, ce sujet de poésie, de musique, de roman et de documentaire reste enveloppé de mystère. Le statut mythique de Grace est une arme à double tranchant qui, tout en assurant la survie de son nom, a obscurci la réalité de la femme derrière la légende. Elle était une personne extraordinaire qui a vécu, aimé, combattu et survécu pendant une période décisive de l'histoire irlandaise, marquée par l'effondrement de l'ordre gaélique et la ruine de l'élite dirigeante de l'Irlande. Juste une petite parenthèse pour vous dire que je me tiens à m'excuser par rapport aux prononciations des termes et des noms irlandais et anglais durant cette vidéo que je vais probablement écorcher très fortement et franciser un maximum. Pour entrevoir la femme derrière la légende, il est nécessaire de prendre en compte la période à laquelle elle a vécu, les forces qui se sont dressées contre elle et la société qui l'a engendrée. L'Irlande, au début des années 1500, était constituée de deux cultures distinctes. Dublin, ses comtés frontaliers et les villes côtières étaient techniquement anglaises et regardaient leur arrière-pays avec crainte. Le reste du pays était composé des anciens anglais gaélicisés et des Irlandais autochtones. Vivant dans des territoires autonomes, ils appréciaient des passe-temps traditionnels tels que le vol de bétail, le pillage de châteaux, les querelles, les mariages intertribaux et la lutte pour la domination. Un système de clientélisme existait. Les familles les plus faibles se ralliaient aux plus puissantes et des liens étaient scellés par le biais de tribus, d'aides militaires, de mariages et de parrainages. Les Wimaye étaient les sujets de Mac William Yashtarash ou les Bourques du Mayo et à leur tour avaient leurs propres sujets. Des lois strictes régissaient tous les aspects formels de ces relations, une interdépendance complexe liait les familles dans une société hiérarchique où le statut et la fierté étaient d'une importance capitale. Henri VIII fut le premier monarque anglais à se proclamer roi d'Irlande, marquant ainsi un profond changement dans la politique officielle de la couronne. Désormais, les monarques anglais ne se contenteraient plus de ce qu'ils possédaient en Irlande et ne chercheraient plus seulement à arrêter la gaélisation des anciens anglais. Une série de mesures ont été mises en place pour établir un système centralisé de gouvernement et angliciser l'ensemble de la population. Des politiques, telles que la soumission et la réattribution, ont séduit bon nombre de l'élite dirigeante de l'Irlande. C'est sous le règne d'Élisabeth que de réelles avancées ont été réalisées en Irlande gaélique. L'installation et l'implantation par des aventuriers nés en Angleterre dont un bon nombre étaient des fonctionnaires de la couronne ont été encouragées et l'autorité de la couronne anglaise a commencé à pénétrer jusqu'aux régions les plus reculées de l'île. L'engagement d'Élisabeth envers la réforme, associé à l'usurpation par les nouveaux venus des privilèges des anciennes classes dirigeantes, a inévitablement conduit à la violence et à des bouleversements sociaux. Grace faisait partie de l'aristocratie gaélique. Née vers 1530, elle était l'unique enfant d'Owen Dubhdara Wimaye et de Margaret Nimaye. Les O'Malley ainsi que leurs voisins d'Iarchonnacht, les O'Flahertys, étaient peu communs parmi les familles gaéliques puisqu'ils tiraient leur subsistance à la fois de la terre et de la mer. Dubhdara Wimaye échangeait des matières premières contre des produits de luxe, transportait des mercenaires écossais, pêchait, pillait, pratiquait la piraterie opportuniste et prélevait un péage sur tous les navires naviguant dans les eaux du Wimaye. Il existait en tant que clan indépendant, payant et recevant des tributs. Nous ne pouvons que spéculer sur les premières années de Grace. Peu de choses sont connues sur l'éducation de l'élite gaélique, masculine ou féminine. Néanmoins, des sources existent qui démontrent que les femmes nobles du XVIe siècle en Irlande étaient relativement bien éduquées. En 1546, Grace épousa Donald Anne Shoged O'Flaherty, le tanaïste ou héritier présomptif des O'Flaherty. Le mariage a produit 2 fils et une fille. En tant que fille d'un chef de clan, Grace aurait apporté une dot substantielle au mariage. Selon la loi gaélique, la dot, bien que disponible pour l'usage du mari, devait être restituée intacte à l'épouse en cas de dissolution du mariage. Des assurances rigoureuses étaient nécessaires pour garantir que cela se produise, bien que les épouses soient parfois obligées de demander réparation en justice.
Les femmes conservaient le contrôle de tout bien personnel qu'elles apportaient au mariage et avaient le droit d'acquérir des biens supplémentaires indépendamment de leur mari. Ces biens pouvaient inclure des troupes, des navires et une pléthore d'autres biens. Les activités de Grace pendant son mariage avec Donald pourraient indiquer que parmi ses biens personnels figuraient à la fois des galères et des hommes, une théorie confirmée par sa possession d'au moins 3 galères après sa mort. La tradition populaire raconte que, en raison de l'incompétence de Donald, Grace a assumé le rôle de chef des O'Flaherty. Sans aucun doute, il était un homme colérique et impétueux, prompt à se vexer et à chercher vengeance. Par exemple, il était constamment engagé dans des querelles avec les Joyce. En 1564, une personne dont je n'arrive pas à prononcer le nom O'Flaherty chercha à étendre son territoire. Il s'agissait d'une situation que les autorités de la couronne ne pouvaient ignorer et qu'elles exploitèrent pleinement en utilisant la tactique du diviser pour mieux régner. Un accord fut conclu avec cette personne en échange de sa soumission. Il reçut la seigneurie d'Iar Shonasht, évinçant non seulement le chef de clan existant, mais mettant également en péril la position de Donald en tant que tanaïste. Avant que Donald n'ait le temps de réagir, il fut mortellement blessé par les Joyce lors d'une escarmouche territoriale. La tradition attribue à Grace la vengeance. On dit qu'elle a mené, ou selon certaines sources repoussé, une attaque sur le château contesté de Cox Castle dans le Lough Corrib, qui, en raison de son courage, fut désormais connu sous le nom de Hen's Castle. Sous la loi gaélique, Grace était incapable d'hériter des terres des O'Flaherty, donc elle retourna à Umal et s'installa sur l'île de Clar. Cela est souvent présenté comme si elle avait été contrainte de partir malgré ses capacités de leadership en raison des lois misogynes. Mais, selon les mêmes lois, une femme avait le droit de contrôler intégralement ses propres biens. En revanche, selon le droit commun anglais, toute propriété appartenant à une femme devenait automatiquement la propriété de son mari après le mariage, et la femme se voyait accorder un intérêt viager sur un pourcentage, généralement un tiers, de tous les biens à la suite de son décès. Grace commença alors sérieusement, avec 3 galères et plusieurs petits bateaux, à gagner sa subsistance par la terre et la mer. La légende de la reine pirate de Connacht était née. Une forme de piraterie peu sophistiquée et opportuniste sévissait en Irlande, comprenant des raids à courte distance le long de la côte ou vers les îles, le prélèvement de taxes sur le passage des navires et le pillage de tout navire assez imprudent pour être sans défense. L'ampleur réelle de ces activités est difficile à évaluer. On lui attribue traditionnellement des attaques allant de Donegal à Waterford. Une histoire concerne un refus d'hospitalité de la part du comte de Howth. Grace aurait kidnappé son héritier et aurait demandé en rançon la promesse de mettre un couvert supplémentaire à chaque repas au château de Howth. Des historiens ultérieurs attribuent cependant l'histoire à Richard Nalaraine Bourke. Cependant, les archives du château de Howth indiquent que l'arrangement a été conclu avec Grace. Peu de choses sont connues sur la taille ou la composition de la flotte qu'elle utilisait pour se maintenir. Les estimations varient de 5 à 20 navires à tout moment. La plupart étaient probablement de petits navires rapides, manœuvrables, à la rame et à la voile, parfaits pour longer la côte, mais inadaptés à la haute mer. À son mariage avec Richard Nalaraine Bourke de Bury School et Cara en 1567, Grace conserva la possession de sa flotte et continua son commerce. Le territoire de son nouveau mari comprenait la rive nord de la baie de Clew, sa résidence principale étant à Carrigaolais. L'une des légendes les plus persistantes affirme que le mariage de Grace avec Richard était provisoire pendant 1 an. Cependant, il n'existe aucune preuve de cette forme de mariage dans les codes juridiques gaéliques. À la fin de l'année, on raconte que Richard serait retourné à Carrigaolais pour y trouver ses affaires emballées, les portes verrouillées et sa femme le renvoyant des remparts. Traditionnellement, cela a été décrit comme leur divorce. Pourtant, leur vie ultérieure soulève une autre interprétation. Grace et Richard continuèrent à se présenter comme mari et femme jusqu'à sa mort. Elle resta basée à Carrigaolais plutôt que de retourner à Umhall, ce qui aurait été une obligation légale en vertu de la loi gaélique. Il est possible, étant donné les personnalités ardentes des 2 partenaires, que Richard ait contrarié Grace et se soit retrouvé temporairement exclu de la maison. La naissance du seul enfant du couple, Thibaut Na Long, est également une légende. Apparemment, il est né sur l'une des galères de Grace.
Le lendemain, le navire aurait été attaqué par des corsaires algériens. Grace aurait alors quitté son lit et aurait changé le cours de la bataille. La nomination de Sir Edward Fitton en tant que président provincial en 1569 marque le début des efforts sérieux de la couronne pour soumettre Connacht. Après la bataille de Schrull en 1570, le Mac-William accepte de verser un loyer annuel à la couronne. En 1575, Lord Deputy Sir Henry Sidney visite la province pour introduire un nouveau système de taxation, la composition. Sidney rencontre Grace qui lui offre ses services maritimes. Après un court emprisonnement à Limerick, Grace est libérée en 1579 et s'installe à Carrigaholet où elle résiste à un siège de la part du capitaine Martin. En avril 1583, Richard meurt et Grace assure sa sécurité financière en rassemblant ses propres partisans et en s'installant à Carrigaholet avec son bétail. À 53 ans, Grace est riche et indépendante, mais ses problèmes persistent. En 1584, Sir John Perrot est nommé Lord Lieutenant et Sir Richard Bingham président de Connacht. Perrot vise à apaiser, tandis que Bingham privilégie la force. En 1585, Perrot propose une nouvelle composition et travaille à abolir les tribus, mais Bingham adopte des méthodes confrontantes. Il prend Thibault en otage et réprime les récalcitrants. La mort du Mac-William en 1585 provoque une rébellion des Bourques soutenue par Grace. Face à la vengeance de Bingham, Grace fuit en Ulster. En 1587, la rébellion est réprimée et Bingham part en Flandre, laissant Grace obtenir un pardon de Perrot. L'armada espagnole de 1588 inquiète l'Angleterre, qui remplace Perrot par Fitzwilliam. Bingham est rappelé et ordonne la répression des rebelles, dont Grace. En 1589, une dernière rébellion éclate, et Grace ravage les îles d'Aran. La reine Élisabeth ordonne de faire la paix, mais Bingham reste vindicatif. Jugé en 1590, il est acquitté, malgré les accusations des Bourques. De retour en Connacht, Grace subit à nouveau la colère de Bingham. En 1592, une révolte de Thibault déclenche une nouvelle confrontation. Bingham confisque les biens de Grace et la laisse sans ressources. Thibault se soumet finalement. Après avoir tout perdu, Grace a directement fait appel à Élisabeth en 1593, plaidant son âge et sa pauvreté tout en promettant de défendre les intérêts de la couronne. Elle a demandé une audience et le retour de ses biens saisis, en échange d'une loyauté totale. Alors que sa pétition se dirigeait vers Londres, le comte de Tyrone complotait secrètement pour une rébellion, impliquant Thibault, ce qui l'a conduit à être emprisonné pour trahison. Craignant pour sa vie, Grace a navigué vers Londres pour plaider en personne sa cause. Elle a passé plusieurs mois à répondre aux questions du Lord Trésorier Berkeley, expliquant ses actions et sa situation difficile. Capturée et dépouillée de ses biens par John Bingham, Grace a été libérée sur la promesse du crochet du diable, mais a dû fuir lorsque ce dernier s'est rebellé. Elle a insisté sur sa vie paisible depuis le pardon de Perrot, affirmant qu'elle avait renoncé à ses activités antérieures. Malgré les objections de Bingham, Élisabeth a accepté d'examiner sa pétition. Élisabeth a ordonné la libération de Thibault et l'octroi d'une pension à Grace, financée par les impôts sur les domaines de ses fils. En 1595, Grace est retournée à Londres pour demander une sécurité de vie. Une commission a été nommée pour enquêter sur ses revendications, tandis que Bingham, craignant des accusations supplémentaires, s'est enfui en Angleterre et a été emprisonné. Malgré les difficultés, Grace a persisté, reconstruisant sa vie comme elle le pouvait. En 1597, Thibault a conclu un accord avec la couronne, recevant un paiement pour ses services et assurant ainsi un soutien envers Élisabeth. Le dernier enregistrement officiel de Grace remonte à 1601, lorsque le capitaine d'un navire de guerre anglais a rapporté un bref engagement avec une galère. Cette galère venait de Connacht et appartenait à Grace O'Malley. On pense que Grace est décédée en 1603. Derrière le mythe de Grace O'Malley, reine pirate et icône de l'Irlande, se trouve une femme fière et courageuse, déterminée à s'assurer qu'elle et sa famille recevaient leurs droits. Elle a gagné et perdu des fortunes, reconstruisant à chaque fois par terre et par mer. Ses ennemis étaient ceux qui cherchaient à l'appauvrir ou à appauvrir ses enfants. L'origine ethnique de ses ennemis était sans importance. Elle utilisait toutes les méthodes à sa disposition et n'avait aucun scrupule à tordre la vérité, comme ses ennemis n'avaient aucun scrupule à tordre la loi. Elle exploitait l'ignorance des fonctionnaires anglais et prenait ce qu'elle pouvait, quand elle le pouvait. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur Barbe Noire en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.
N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt.